Bonjour à tous. Donc, je vais essayer, effectivement, en guise un petit peu d'introduction, de vous présenter les principaux enjeux de durabilité autour de l'alimentation durable, donner quelques leviers d'action sur le volet environnemental, mais de manière globale, et quelques éléments sur les principales de ce qu'on peut attendre des prospectives et de leurs principaux enseignements. Alors, pour commencer, la question des enjeux autour de l'alimentation, on a des enjeux qui sont de différentes natures et également à différentes échelles, qui vont du très local à l'échelle mondiale. Et donc, pour commencer, peut-être un premier volet, qui est la question de la sécurité alimentaire mondiale. On a une augmentation de la population avec des prévisions qui nous donnent aux alentours de un peu plus de 9 milliards d'habitants en 2050 et une évolution des niveaux de vie sur l'ensemble de la planète qui font que globalement, on observe une transition alimentaire qui va vers des régimes de plus en plus carnés dans un certain nombre de pays, même si ce n'est plus trop le cas dans nos pays occidentaux, où on observe plutôt une stabilisation, voire une baisse de la consommation de viande. Et donc cet ensemble-là fait qu'on projette une évolution importante de la demande alimentaire de différentes natures, qu'elles soient en calories animales ou en calories végétales. Un deuxième point d'enjeu va se situer au niveau de l'occupation des terres. On a évidemment une surface limitée. Donc, je l'illustre juste par un chiffre. Aujourd'hui, on a une surface agricole en France qui est de 28 millions d'hectares. Et si on regarde les surfaces nécessaires pour nourrir les Français, qu'il s'agisse de surfaces de production utilisées en France ou à l'étranger, au travers de nos imports, soit d'ingrédients pour l'alimentation animale, soit directement d'imports pour notre alimentation, on a besoin de 28 millions d'hectares. Donc on est, on va dire, tout juste autosuffisant, un tout petit peu excédentaire en termes de surface occupée aujourd'hui pour se nourrir. Un autre enjeu important est l'enjeu de la santé, puisque c'est avéré. Aujourd'hui, on a une bonne alimentation va être source de prévention en termes de santé et on a globalement une hausse d'un certain nombre de maladies pour lesquelles l'alimentation va être un facteur aggravant, donc notamment une évolution de l'obésité en France. On n'en est pas encore au niveau des États-Unis. Mais en lien avec ces pathologies-là, on va également observer une augmentation de certains cancers, des maladies cardiovasculaires. Et donc aujourd'hui, cette question de l'alimentation est un enjeu de santé publique. Un troisième volet d'enjeu va être tout ce qui va tourner autour de l'économique, avec un peu deux volets. Un volet autour de l'accessibilité économique. En France, on a à peu près 12% de la population qui est en état de précarité alimentaire. L'alimentation qui représente aujourd'hui à peu près 20% du budget des ménages. Donc, on a d'autres postes, évidemment, qui vont éventuellement prendre du poids, comme le logement ou le transport, et jouer sur ce budget. Et en parallèle, évidemment, on a la nécessité d'avoir à la fois des produits qui sont accessibles économiquement à tous et la nécessité de rémunérer correctement l'ensemble des acteurs de la chaîne agroalimentaire et notamment les étapes agricoles et de transformation qui ont fait l'objet de pas mal de débats lors des états généraux de l'alimentation. Et donc, sur le dernier volet qui est l'environnement, on a de nombreux impacts environnementaux liés à l'alimentation qui vont du local comme la pollution de l'eau au beaucoup plus international avec les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas, qui ont un impact peu importe quelle soit leur localisation. Et donc voilà, pour citer ce chiffre des émissions de gaz à effet de serre, notre alimentation en France représente un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il va de soi qu'on va être obligé pour agir sur la question du changement climatique, de jouer sur la question de nos émissions liées à la production alimentaire. Pour faire un petit focus sur les empreintes gaz à effet de serre de notre alimentation, dans ce graphique, vous voyez que près de 70% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la phase de production agricole. Arrive en second lieu la question des transports. Évidemment, si on prend sur la plupart des impacts environnementaux, on va retrouver un petit peu cette distribution et donc la prépondérance de l'étape agricole qui va du coup être cruciale pour faire évoluer les impacts environnementaux de notre alimentation, même si évidemment dans une approche multicritère, on peut avoir d'autres facteurs qui sont importants. Si on prend la question de l'énergie, ça va être la part des transports qui est à près de 30%, qui va être prépondérante sur les impacts, les consommations énergétiques sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Dans cette logique analyse de cycle de vie, je voulais dire un mot de la base de données Agribalise,
qui est donc la base de données française qui décrit les impacts environnementaux, donc autour de 14 indicateurs, dont les émissions de gaz à effet de serre, les impacts sur l'eau, sur l'air, notamment pour plus de 200 produits agricoles et depuis quelques semaines, 2500 produits alimentaires. Donc là, les produits tels qu'ils vont être consommés dans l'assiette du consommateur. On est sur une base de données partenariale qui a été élaborée par l'ADEME et qui est portée par l'ADEME et l'INRAE, mais auquel un certain nombre de contributeurs, et notamment les instituts techniques, ont largement participé. On est donc dans une base de données qui est dans une logique analyse de cycle de vie, qui va partir de la définition du système, donc agricole, mais après également les différentes étapes de transformation, transport, logistique, emballage, dès lors qu'on parle des produits alimentaires. Et à partir de ces données de système, on va modéliser les flux et caractériser les impacts. Aujourd'hui, les 2500 produits alimentaires qu'on va trouver dans la base de données, ils sont alignés sur la base de données SQL, qui donne également les impacts nutritionnels, ce qui va permettre deux types d'objectifs. D'une part, aux industriels et aux acteurs de la chaîne de production, donc plutôt le volet amont, de travailler sur l'éco-conception de leurs produits alimentaires, de façon à améliorer l'ensemble des processus, à la fois en termes de typologie de produits qu'on va retrouver à l'intérieur d'un produit agroalimentaire, et puis améliorer les processus de transformation, de production agricole, de transport, de logistique. Et on a éventuellement une deuxième possibilité qui est d'utiliser ces données pour des usages plutôt vis-à-vis de l'aval, donc du consommateur, avec notamment des travaux qui vont démarrer prochainement sur l'expérimentation de l'affichage environnemental ou d'autres types de travaux tels que les prospectives, où on a besoin de données de référence pour voir ce qui se passe si on fait évoluer notamment les questions de régime alimentaire. Donc voilà le type de données qu'on va pouvoir sortir de la base de données Agribalise. Donc aujourd'hui, les données sont disponibles dans les bases de données professionnelles type SIMAPRO, les outils d'analyse d'éco-conception. Et des tableurs simplifiés seront disponibles à tous en accès libre à partir du mois de septembre. On voit... Sarah, on voit un rectangle noir. Est-ce que toi, tu le vois sur ton... il est en bas à droite. Et voilà, c'est génial. Très bien, merci. Je pensais pas qu'il se voyait. Ok. Donc, de ce type de données, là, bon, évidemment, il y a énormément de données, donc c'est très, très synthétique. Là, petit focus sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on va pouvoir ressortir, si je prends les données qui sont tout à gauche, sur, par exemple, les fruits, légumes, légumineuses, on voit d'une part une valeur moyenne qui est la petite croix, et puis tout un certain nombre de points, et notamment les points extrêmes qui sont modélisés. Ça va permettre de faire ressortir différents modes de production. Si je prends l'exemple de la tomate, selon si elle est produite en saison en plein champ ou sous serre chauffée hors saison, on va avoir un impact qui peut varier de 1 à 10. Et donc, l'enjeu derrière, c'est de faire évoluer les modes de production vers les modes de production les moins émetteurs de gaz à effet de serre, si on parle des gaz à effet de serre. Le deuxième élément qui fait ressortir ce type de graphique, c'est qu'on voit qu'on a un petit peu différentes typologies de produits, des produits végétaux qui globalement vont avoir des émissions plus faibles que les produits animaux et notamment que les ruminants qui ressortent dans les barres tout à droite en raison à la fois de l'impact lié à leur alimentation mais aussi de la fermentation entérique qui est fortement émettrice de gaz à effet de serre. Ce type de travaux de réflexion de type analyse de cycle de vie, on va les croiser avec d'autres analyses plus territoriales, des travaux avec des outils tels que Climagri, par exemple, qui vont permettre d'arriver à des recommandations au niveau des filières. Donc, si on regarde sur l'amont, avec globalement tout un travail à faire sur l'évolution des pratiques au niveau agricole, puisqu'on a vu que la partie agricole était vraiment clé dans les enjeux environnementaux de l'alimentation. Des questions autour de l'équilibre territorial et la nécessité de diversifier les cultures, notamment. Des travaux possibles au travers de l'éco-conception des produits. Donc là, on a le programme Green Go au niveau de l'ADEME, de faire évoluer l'offre de ce qui est proposé aux consommateurs au niveau de la distribution, de la restauration, pour mettre en rayon des produits plus respectueux de l'environnement. Et puis évidemment, tout un tas d'améliorations possibles sur l'ensemble de la chaîne, qu'il s'agisse des gaspillages, de l'amélioration logistique ou de l'efficacité dans l'industrie.
Au niveau des recommandations aux consommateurs, on voit des recommandations arriver qui vont concerner la diversification du régime alimentaire, et notamment la réintroduction des protéines végétales, légumineuses, légumes secs. Des choses qui vont tourner autour de la réduction de la consommation de viande, notamment liée à la part de la viande dans nos émissions de gaz à effet de serre. Mais évidemment, on l'a sorti puisqu'il faut garder le plaisir. Et évidemment, c'est manger moins mais mieux avec un travail pour aller plutôt vers des viandes de qualité et plutôt du bio ou en tout cas des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Je vais aller un petit peu plus vite pour dire en quelques minutes juste la question des prospectives. Donc, un deuxième volet. À quoi sert une prospective? Elle va nous permettre, pas évidemment de deviner le futur, puisqu'on est bien incapable de prédire l'avenir aujourd'hui, mais on va essayer de s'y projeter et de voir comment les filières peuvent être accompagnées et s'adapter pour aller vers les scénarios les plus souhaitables, les plus vertueux possibles. Donc, on a différents types de prospectives. Des prospectives qui vont chercher à imaginer des futurs probables et du coup à évaluer leurs impacts et leurs conséquences. On va avoir des prospectives qui vont plutôt chercher le contraste pour tester différentes options et voir quelles sont leurs conséquences. Et d'autres qui vont partir sur des futurs souhaitables. Alors, je vais préciser, par exemple, si on prend l'ADEME, nous, on va travailler sur des scénarios. On est en train de travailler actuellement sur des prospectives sur 4 scénarios différents. Mais on a un objectif commun pour ces scénarios, c'est d'arriver à la neutralité carbone. Donc ça, c'est un objectif qu'on se fixe. Et derrière, on va faire un certain nombre d'hypothèses, arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc nous, on travaille à l'échelle de la France, c'est pour ça que je parle du périmètre géographique. Et on va regarder de quelle manière on peut y arriver et en fonction de ça, quel type de mesures et quelle ampleur des mesures, quand on parle par exemple de réduction de la consommation de viande, jusqu'où il faut aller en fonction du type de production agricole, du type d'élevage qu'on va mettre en place pour atteindre cette neutralité carbone. Alors nous, on travaille à l'échelle de l'ensemble des produits, pas que la phase agricole, mais c'est un des volets de nos travaux de prospective. Les objectifs, évidemment, ça va être de créer du débat et de sortir de son horizon temporel classique des quelques années qui viennent. Et donc juste... ces prospectives, globalement, elles ont de multiples objectifs. Maintenant, on voit quand même se dégager une grosse tendance sur les prospectives qui visent à aller vers plus de durabilité. Globalement, des recommandations un petit peu communes. On voit que sur l'agriculture, on a quand même des paramètres clés qui sont les données d'activité, les cheptels. La question de la fertilisation est absolument centrale pour les conséquences en termes d'environnement. La question de l'artificialisation des sols et de retournement des prairies, de quelle surface on dispose pour faire l'agriculture. Et on voit qu'un certain nombre de paramètres d'atténuation nous permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si on prend un périmètre global, donc qui inclut le volet alimentation, les leviers majeurs sont vraiment autour à la fois des modes de production-transformation et de la question des régimes alimentaires. On est vraiment obligé de jouer simultanément pour ces deux leviers pour réussir à atteindre un certain niveau de durabilité. Et on voit effectivement des points communs dans les scénarios les plus durables autour du développement de l'agroécologie au sens large. Je pense qu'on rentrera plus dans l'après-midi vers ce qu'on met derrière. Une alimentation plus végétale par rapport aux scénarios tendanciels qui font quand même croître la consommation de produits animaux à l'échelle mondiale. Et puis l'importance du bouclage des cycles et de la reterritorialisation, donc sans parler forcément d'autonomie alimentaire, mais en tout cas d'une réflexion autour de ce qu'on peut produire à une échelle plus locale, la question du local pouvant être différentes échelles, du très local au régional, national, voire européen. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des prospectives, éventuellement ça viendra dans les questions. Et donc, juste pour terminer, globalement, les travaux montrent la nécessité d'une transition agroalimentaire pour parvenir aux objectifs relatifs notamment à la question du changement climatique. Mais évidemment, c'est la même chose pour les enjeux en termes de préservation de la biodiversité et plus globalement pour parvenir à un monde préserver notre capacité à se nourrir déjà de manière diversifiée et variée. Et l'ensemble des travaux montre quand même qu'on a des conséquences fortes, et c'est ce qu'on va creuser cet après-midi, sur la production porcine, avec globalement une réduction de la production et de la consommation, à la fois pour des raisons de santé et d'environnement,
mais globalement en parallèle une diversification des systèmes et globalement plus de qualité en réponse notamment à des questions sociétales ou de bien-être. Et là, c'est un travail collectif nécessaire de l'ensemble de la chaîne des acteurs pour parvenir à ces enjeux. Voilà, je vais m'arrêter là.